La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 3 mars 2026. Le titre du jour, c'est guerre courte, guerre longue. La flambée du pétrole et la montée de l'aversion pour le risque ont fait flancher la plupart des indices boursiers après l'embrasement du Moyen-Orient hier. La bourse de New York, elle, a réagi de façon bien plus stoïque. Wall Street fait en effet le pari d'une guerre courte en Iran compte tenu de l'asymétrie des forces en présence. La réaction donc des marchés financiers à l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël est assez classique, même si la Russie s'est étonnée hier de la robustesse des indices américains. Wall Street a en effet terminé la journée comme un lundi banal et pas vraiment enfiévré, moins 0,15% pour le Dow Jones, mais plus 0,04% pour le S&P 500 et même 0,13% de gain pour le Nasdaq. Ailleurs, c'était le rouge vif qui dominait largement, sauf peut-être à Oslo, où le gros contingent d'entreprises pétrolières a permis à l'indice norvégien de terminer en vive hausse. Pour le reste, c'était plutôt des baisses très marquées, par exemple plus de 2% de pertes pour le CAC 40 français. La flambée des cours pétroliers est en effet l'une des variables économiques les plus importantes du conflit. L'autre, c'est la montée de l'aversion pour le risque qui a ramené les investisseurs dans des zones réputées plus sûres, l'or bien sûr, mais aussi le dollar US et les actions américaines. C'est l'une des explications de la bonne tenue de Wall Street, mais ce n'est pas la seule. Le marché fait donc aussi le pari que la guerre en cours sera de courte durée. Pour jauger de l'impact final d'un conflit sur l'économie, le facteur temps est en effet absolument central. Si la guerre est brève, les désordres important devrait l'être aussi, du moins au niveau des grands agrégats économiques. Pour la géopolitique, évidemment, c'est une autre question. Alors on va détailler maintenant un petit peu ce qui précède. La vive hausse du prix du baril de pétrole a poussé le Brent à $80, c'est 28% plus haut qu'il ne l'était le 1er janvier. C'est le mécanisme le plus basique qui soit, quand un conflit dur éclate au Moyen-Orient. La Maison-Blanche savait évidemment que ça allait se produire. Pour autant, cette hausse ne fait pas vraiment les affaires économiques de l'administration Trump, puisqu'elle vient s'ajouter aux pressions inflationnistes qui peinent à retomber. En réaction, le marché a décalé d'ailleurs sa prévision de prochaine baisse de taux au mois de septembre. Les spécialistes commencent à douter qu'il y aura la place pour 3 assouplissements monétaires cette année. Ce pronostic est désormais en ballottage défavorable. Mais une fois encore, tout va dépendre de la durée des tensions. La réaction court-termiste la plus visible à cette situation est la remontée de 10 points du rendement de la dette US à 10 ans. Il est passé grosso modo de 3,95 à 4,5% en quelques heures hier. Ce regain de vigueur a été favorisé aussi, il faut le dire, par un indice ISM manufacturier solide, marqué d'ailleurs par un indicateur de hausse des prix inédit depuis plus de 3 ans. L'autre élément, c'est donc l'aversion pour le risque qui, fort logiquement, a profité aux actifs réputés plus sécurisés. L'or a ainsi repassé la barre des $5,300 l'once sans pour autant à ce stade rallier les records qui avaient été touchés au-dessus de $5,500, c'était à la fin du mois de janvier. Le yen, l'euro et même le franc suisse ont glissé face au dollar et sectoriellement, les sociétés de l'énergie et les entreprises de la défense sont envolées aux États-Unis et en Europe. Les autres secteurs ont en revanche affiché des comportements plus erratiques entre les deux côtés de l'Atlantique. À Wall Street par exemple, l'aversion pour le risque a ramené les investisseurs vers les grosses plateformes technologiques. Contrairement à l'Europe ou à l'Asie, il n'y a pas eu de chute sectorielle marquée, même si les compartiments liés à la consommation ont souffert, en particulier aux États-Unis dans la consommation discrétionnaire et le loisir, avec les compagnies aériennes, les croisiéristes ou les hôtels. Comme je l'ai souligné précédemment, l'impact réel de ce type de conflit dépend de sa durée. Les investisseurs s'habituent en effet à tout, surtout quand ils sont capables d'envisager un retour à la normale. Le financier américain Ed Yardeni rappelait cette nuit que les crises géopolitiques ont tendance à créer des opportunités d'achat sur le marché boursier, mais que le problème c'est que tout le monde le sait et ça réduit l'ampleur des opportunités. Il fait lui aussi d'ailleurs partie du camp de ceux qui pensent que le conflit sera de courte durée. Alors ça ne signifie pas pour autant que la situation est confortable. L'embrasement au Moyen-Orient est venu renforcer la colonne des doutes du marché, colonne qui était quand même déjà assez fournie depuis que l'IA a cessé d'être uniquement une corne d'abondance d'investissement pour devenir un motif de crainte existentielle pour plusieurs secteurs, voire d'ailleurs pour la stabilité économique totale. La réaction des marchés européens et asiatiques apparaît dès lors plus saine, si je peux m'exprimer ainsi, que celle de Wall Street, puisque la baisse marque quand même la conséquence de l'aversion pour le risque. Côté Asie-Pacifique, on accuse d'ailleurs le coup ce matin. À Tokyo, le Topix lâche plus de 3% après avoir déjà reculé de 1% la veille. Le Kospi coréen, lui, il sombre de plus de 7% en séance. Il est emporté par l'effondrement de ses stars Samsung et SK Hynix. Le
mouvement a d'ailleurs été amplifié après un jour férié du côté de la Corée du Sud. Je rappelle que l'industrie locale est fortement exportatrice et qu'elle pourrait ainsi subir le contre-coup de la hausse des frais logistiques. Car cet aspect trouble aussi les investisseurs. La crise au Moyen-Orient pèse sur la logistique aérienne et maritime. Et là, chat échaudé craint l'eau froide. La période Covid et le conflit en Ukraine sont encore dans les mémoires. Ces événements avaient désorganisé des chaînes logistiques qui fonctionnent habituellement au cordeau. L'automobile s'en souvient aussi apparemment. On avait par exemple hier Volkswagen qui a perdu 4,4%. Quant à la dimension des surcoûts énergétiques, elle est aussi omniprésente. La chute spectaculaire des compagnies aériennes, par exemple moins 9,4% hier pour Air France KLM, est un exemple probant. Plus globalement, toutes les industries dont les coûts fixes énergétiques sont très élevés souffrent mécaniquement. On a aussi eu d'autres baisses dans certains secteurs comme par exemple LVMH qui a perdu 4,3% parce que les désordres dans le tourisme mondial frappent au-delà des simples questions de prix du kérosène. Mais là encore, pour finir sur ce sujet, tout est une question de durée et de tectonique des plaques. L'expérience montre qu'un conflit n'est statistiquement en tout cas pas une mauvaise chose pour les marchés financiers, sauf bien sûr s'il provoque des réactions en chaîne. Comme évoqué juste avant, l'Asie a donc pris le chemin de l'Europe et pas celui des États-Unis en bourse. L'indice large MSCI ACV Asie-Pacifique perd plus de 2% ce matin. Les indicateurs avancés américains, eux, ils sont nettement baissiers, mais c'était déjà le cas hier avant que Wall Street ne parvienne à se hisser à l'équilibre. Les places européennes sont attendues en baisse malgré le repli de la veille. On passe à l'actu des sociétés. En France d'abord, Thales vise une marge d'EBIT ajustée comprise entre 12,6 et 12,8% en 2026. Kering se réorganise en 2 pôles d'excellence. La nouvelle plateforme IA personnelle de Qualcomm utilise des composants de STMicro. SPIE a signé un accord pour l'acquisition de Rofa Industrial Automation en Allemagne. Soitec et NTU Singapour font état d'avancées majeures dans la 6G. Worldline finalise la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4. Les dirigeants de la biotech Carbios sont visés par une série de plaintes d'actionnaires minoritaires selon la lettre. Et du côté des publications, on a en France quelques mid-cap, Thermador, Valbiotis ou encore EuroAPI tout à l'heure après la clôture. Ailleurs en Europe, Beiersdorf annonce un rachat d'actions de 750 millions d'euros et anticipe une marge 2026 légèrement inférieure à celle de 2025. Kuehne + Nagel enregistre une baisse de son bénéfice et son chiffre d'affaires en 2025 et VAT Group, à l'inverse, enregistre une progression de ses résultats sur le dernier exercice écoulé. AP Moller-Maersk a suspendu les nouvelles réservations pour certains couloirs commerciaux en raison de la situation au Moyen-Orient. Zurich a lancé le placement privé destiné à financer le rachat de Beazley. Un placement de titres Naturgy portant sur 11,4% du capital détenu par BlackRock a été réalisé à 25,20 € par action. Rio Tinto investit 473 millions de dollars dans un projet en Afrique du Sud. BAE Systems a signé un gros contrat avec l'armée italienne. Et on a aussi quelques actus du côté de Fagron, de Sika ou de Solgold. Sur l'agenda des publications du jour, on a ASM International, Frenio ou encore Schaeffler. En Amérique du Nord, les valeurs en hausse hors séance après leur trimestriel. AST Space Mobile plus 3,4%. En revanche, c'était plus compliqué pour MongoDB moins 24% et Credo moins 8%. Les États-Unis envisageraient de limiter à 75 000 la vente de puces Nvidia H200 par client chinois selon Bloomberg. Toujours selon l'agence américaine, LS Power veut récupérer 2,1 milliards de dollars en vendant sa participation dans NRG Energy. Eli Lilly serait prêt à lancer son médicament oral contre l'obésité OT2 aux États-Unis en attendant le feu vert de la FDA. Fitch Ratings a abaissé la note crédit de Paramount dans la catégorie spéculative après l'annonce du rachat de Warner Bros. AT&T réaffirme ses objectifs financiers à court et moyen terme. Apple a présenté son iPhone 17e et une version plus rapide de l'iPad Air. Le PDG de Pfizer exprime ses inquiétudes sur la direction des vaccins de la FDA. Le Nasdaq a sollicité l'approbation de la SEC pour des options binaires sur le Nasdaq 100 et une filiale d'Amazon a acquis le campus de Virginie de l'université George Washington pour 427 millions de dollars. Sur l'agenda des publis du jour en Amérique du Nord, CrowdStrike, Rostor, Sea Limited, AutoZone, Viking, On Holding ou encore Best Buy. Ailleurs dans le monde, BHP estime que la crise iranienne a un impact limité sur les activités pour l'instant, selon une interview du CEO à Bloomberg. Sony a pris le contrôle de Peanuts avec le rachat de Wheelbrain. Un consortium soutenu par BlackRock cherche à finaliser l'acquisition des ports de CK Hutchinson sans les actifs du Panama, selon le FT. Et PayPay, qui est sponsorisé par SoftBank, a suspendu son roadshow d'introduction en bourse à cause des troubles au Moyen-Orient, selon Reuters. Sur l'agenda des publications du jour, on a Fast Retailing, Sabic ou encore Tektronic Industries. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.